Bonjour Anne-Laure Bonnel. Bonjour. Vous êtes reporter de guerre et animatrice pour Libre Média. On s'est vu il y a pratiquement un an au Dialogue franco-russe et vous avez évoqué la notion du journalisme humaniste et comment vous voyez le futur du journalisme vu les derniers rebondissements sur le fond de conflit en Ukraine et la décision d'Emmanuel Macron de livrer à l'Ukraine des missiles à longue portée et vu l'encouragement des médias dans sa globalité. On est quand même loin du journalisme pacifiste ou journalisme humaniste, comme vous dites. Sur qui compter pour y arriver? Alors c'est vrai que depuis un an, beaucoup de choses se sont passées et en même temps pas grand-chose. On se rend compte qu'il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de pertes, beaucoup de blessés et une ligne de front qui a très peu avancé. On a l'envie de se dire finalement tout ça pour ça, donc c'est plutôt triste et tragique. Hein, c'est la guerre, donc c'est triste et tragique. Je me souviens, j'étais revenue sur cette notion qui me tient à cœur de journalisme humaniste en temps de guerre, un journalisme qui essaye de se positionner non pas en va-t-en-guerre, mais plutôt dans la démarche d'ailleurs d'Autodix pendant la guerre de 14-18, d'essayer de faire réfléchir sur les conséquences d'une guerre, de réfléchir, de faire de la prospective, de la pensée en termes de penser, pardonnez-moi plutôt, comment on peut négocier, comment on peut parler, en sachant qu'évidemment, il y a toujours un agresseur, un agressé, mais il faut bien à un moment donné mettre un terme. Depuis depuis un an, je serai néanmoins plus pessimiste de façon globale pour chaque camp, pour chaque chef d'État. J'ai le sentiment que nous avançons dans une spirale où il est délicat de voir une sortie de crise et une issue à cette guerre. Il est néanmoins important de pouvoir la penser. Or, on voit bien, là nous sommes au lendemain du sommet de l'OTAN, que les réflexions concernant des issues à ce conflit ne semblent pas poindre ni d'un côté ni de l'autre et ni de façon internationale, hormis quelques déclarations qu'ont pu faire certains pays des BRICS, d'anciens militaires côté américain, mais également côté européen, et quelques personnalités. Très peu de personnes parlent de cessez-le-feu, de négociations, d'issues possibles, ou osent même imaginer une sortie de crise. Et nous en sommes également à ce stade qui n'a pas avancé depuis l'an dernier, où le mot paix reste extrêmement tabou. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Qui peut, si j'ai bien compris le sens de votre question, comment remédier à ce statu quo finalement? Eh bien écoutez, j'ai bien peur que nous ne puissions pas faire grand-chose. On peut tenter en tant que personnalité, journaliste, homme politique, de faire réfléchir, mais là ce conflit semble dépasser tout le monde. Et là, je vous fais part de mon sentiment. J'ai l'impression que finalement, plus personne ne maîtrise ce qui est en train de se passer. J'ai le sentiment, c'est d'ailleurs très inquiétant hein, ce que je vous dis, j'ai le sentiment qu'aucun chef d'État ne maîtrise ce qu'il s'est passé, que nous sommes face à des chefs d'État qui ont tous un ego et faire marche arrière ou reconnaître que chacun a des torts dans ce conflit. Encore une fois, il y a un agresseur, un agressé, mais il faudra aussi admettre à un moment donné, et c'est peut-être trop tôt encore, que depuis 1991, il y a eu un certain nombre de provocations qui ont abouti à l'invasion du 24 février. Ça ne la légitime pas, mais ça la met en perspective. Mais force également est de constater que la responsabilité de certains pays depuis 1991, notamment celle des États-Unis, n'est pas elle non plus pointée du doigt. Donc nous sommes dans une période inquiétante où nous avons le sentiment, en tout cas j'ai le sentiment que nous sommes dans une impasse
et des hommes de paix, des faiseurs de paix, des instruments de paix sont à mes yeux extrêmement rares. Donc je suis navrée de vous dire que je ne vois pas qui peut nous sortir de ce bourbier. Hormis désormais les élections américaines qui approchent, qui semblent laisser éclairer une lueur d'espoir, parce qu'on voit bien que eh bien, les Américains et le coût financier de cette guerre va peser dans les élections. On sent que l'électorat, en regard de la dette, en regard de l'inflation, sera peut-être un peu moins enclin à dépenser pour une guerre qu'il n'estime pas propre à ses intérêts. Alors ça peut peut-être en tout cas aider à des négociations à un terme, mais hormis ces élections, on voit bien que les tentatives qui ont été faites jusqu'alors, je reviens sur mars 2022, avec Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, où nous avions au bord d'une même table aussi bien la Russie que l'Ukraine, et bien ça, depuis mars 2022, ça ne s'est pas renouvelé. Ça ne s'est pas renouvelé malgré des milliards d'euros, de dollars qui ont été injectés dans cette guerre. Il aurait été bien même si on continue d'armer, pourquoi pas, armons. Moi, je ne dis pas, je vous fais part de mon humble avis, hein, je ne suis pas spécialiste militaire. Ok, si le monde veut armer, qu'il arme, mais en parallèle, qu'est-ce qui lui empêche, en armant, de forcer les belligérants à se mettre à une table et à réfléchir, à essayer de trouver des issues? Puisque personne ne veut arrêter d'armer, ok, actons, armez. Mais mettez-vous au moins à une table pour tenter une négociation. Justement, la seule chose aujourd'hui qui peut peut-être nous permettre de trouver une issue, c'est cette forme d'idéalisme que je suis en train de vous exposer, et ne pas confondre idéalisme et utopie. Hein, ce sont bien deux choses largement différentes, mais si personne ne veut cesser d'armer, au moins que l'on oblige à négocier en parallèle à l'armement. Bon, voilà, mais c'est un vœu pieux. Donc on va d'un côté à l'escalade et de l'autre côté, comme certains experts disent, et qui d'ailleurs ceux qui sont venus déjà au dialogue, probablement pour le conflit long, le conflit gelé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est ce qui semble se profiler. Il y a un conflit long. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de volonté de cesser l'armement, on ne voit pas la volonté de négocier, ni de la part de la Russie, ni de la part de l'Ukraine. Et puis surtout, on ne voit plus, et c'est là où je vous dis, pardonnez-moi, je vais être un peu, non pas grossière, mais avec des mots plus légers, c'est un sacré bourbier. Et quels sont les buts de guerre désormais? On peut s'interroger, où on va? Quand est-ce que cela peut s'arrêter? Qu'est-ce qui peut mettre d'accord tout le monde? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Ce conflit n'est plus mondialisé, il est mondial. Donc, comment on arrête ça? Est-ce que qu'est-ce qui peut... L'Ukraine avait fait un plan de paix sur 10 points que de nombreux experts s'accordent à dire qu'il est irréaliste. Le retour de la Crimée, de nombreux experts s'expriment avec de nombreux doutes. La Russie ne semble laisser aucun espoir de négociation sur la Crimée. Donc vous voyez, il y a beaucoup de contradictions et on ne voit pas qu'est-ce qui peut mettre, je rappelle encore une fois, ce conflit qui est devenu non plus mondialisé comme l'année dernière lorsque nous échangeons, mais à mes yeux mondial, et c'est très grave. Qu'est-ce qui peut les mettre tous d'accord aujourd'hui? Et qui peut réussir à les mettre d'accord? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est peut-être en train d'approcher une troisième guerre mondiale? On a oublié une troisième guerre mondiale. Si mes souvenirs sont bons, c'est entre 50 et 60 millions de morts. Là, on voit bien qu'on a deux blocs qui se dessinent, les BRICS et l'Occident. Ces blocs donnent tout de même le sentiment de vouloir,
ils se cherchent en tout cas, ils s'affrontent d'une manière ou d'une autre. Le bloc occidental avec l'extraterritorialité du droit américain. On voit bien maintenant que le bloc des BRICS a également utilisé une sorte de miroir en utilisant également comme outil l'extraterritorialité du droit chinois, avec des sanctions possibles sur des minerais et sur des métaux qui sont rares, qui sont indispensables à certaines industries, notamment occidentales. Donc, vous savez, il y a un engrenage qui peut aller très très vite, où on n'a même pas besoin de rentrer dans une troisième guerre mondiale comme on l'imagine, comparable à la première ou comparable à la deuxième, c'est-à-dire avec des bombardements sur toutes les parties du globe, mais tout simplement une guerre mondiale économique de type sanctions. Et ce serait terrible. Pénurie, guerre civile, approvisionnement difficile, c'est plutôt ça qui se profile. S'il devait y avoir, pardonnez-moi, s'il devait y avoir une troisième guerre mondiale qui affronterait les deux blocs naissants auxquels nous sommes en train de voir, la naissance, l'épanouissement, les premières guerres en termes de langage diplomatique, c'est à ce type de guerre qu'il s'agit. Et ces guerres-là ne sont pas plus, en tout cas pas moins meurtrières que la première ni la deuxième. Donc il faudrait que nous ayons des hommes d'une grande sagesse qui disent « Attention, nous sommes au bord d'un précipice. Et tout peut basculer très très rapidement. Qui osera faire ça ?» Cette question, je pose souvent, pratiquement à tous mes invités, et je n'ai toujours pas de réponse. Pour revenir à l'histoire du Donbass, quand est-ce que vous êtes allé la dernière fois? Est-ce que vous gardez les liens avec les habitants du Donbass? C'est la région que vous connaissez mieux finalement en Ukraine. Alors, les habitants du Donbass, très peu, parce que des liens... Alors, j'ai quelques échanges avec des gens du Donbass depuis 2014. Les habitants, vous savez, certains fuient la zone. Alors, le Donbass, on m'a encore rappelé, moi, c'est principalement le Donetsk. Donetsk, c'est un oblast, une région, mais également, c'est la capitale donc, de cette région, et cette capitale est sur la ligne de front. Donc là-bas, il y a énormément de mouvements de population. Il y a des gens qui rentrent et qui ressortent depuis 2014, puisque c'est la zone qui a été le plus touchée depuis 2014 par les tirs. Non pas la plus détruite, hein, c'est pas Bakhmout, mais la plus touchée depuis 2014, tout simplement parce que c'est la ville la plus proche de la ligne de front, la plus proche de la ligne de contact depuis le début des hostilités en 2014. Donc garder contact avec des gens dans cette zone, c'est très compliqué parce que beaucoup sortent, certains reviennent, certains décident brusquement de partir. Vous voyez, c'est quasiment impossible. La population que j'avais vue en mars 2022 en février 2022 était une population, là pour le coup, donc dans la région de Donetsk, qui était sous les feux. C'est un film qui était très violent, parce que sous l'artillerie lourde. Donc là, je ne sais pas ce que sont devenus ces gens. Certains sont certainement vivants, certains sont certainement morts, c'est la seule chose que je peux dire. Et puis lorsque vous filmez une guerre, dans l'urgence d'une guerre, quand vous êtes véritablement sous de vrais bombardements, je ne remets pas en cause les autres films qui ont été faits, hein, c'est pas du tout ça la question, mais à l'époque, moi quand j'ai tourné ce film, je peux vous dire que vous n'avez pas le temps de demander le nom ou l'adresse, ça tire dans tous les sens, on est sous les feux et là il faut aller très très vite, on rentre dans des caves parce que ça bombarde, il faut aller très très vite, on en ressort quand on peut pour prendre une voiture et quitter la zone, donc on n'a pas le temps d'échanger un véritable contact, on a juste le temps de prendre le pouls de la situation, de comprendre ce que sont en train de vivre ces gens très vite, de leur poser quelques questions, de comprendre qu'ils ont fui telle zone parce que telle zone vient d'être est sous les feux, et ensuite il s'agit de partir. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ceux avec qui je suis en contact et qui sont là-bas depuis 2014 sont extrêmement lassés, fatigués, épuisés. Non pas que... il faut bien expliquer aux téléspectateurs que ça n'a pas été
violent de 2014 à 2022. Il y a eu un cessez-le-feu, entre guillemets, plus ou moins respecté, après les accords de Minsk II, mais cette zone, Donetsk, la capitale dont je vous parle, a toujours été ligne de contact. Qui dit ligne de contact dit deux armées qui se font face. Quand il y a deux armées qui se font face, eh bien, il y a des tirs réguliers. N'importe quel militaire vous l'expliquerait très simplement. Voilà, donc ceux qui sont restés dans Donetsk, et nombreux ont fait ce choix-là, et il y en a certains avec qui je suis en contact pour diverses raisons, ont un grand sentiment d'épuisement, parce que vous ne pouvez pas, quoi qu'on en dise, vivre une vie normale proche d'une frontière, d'une ligne de contact où deux armées s'affrontent, mais ça vaut pour l'Ukraine, mais ça vaut pour toutes les guerres au monde, parce que ça génère un stress. Ce stress est transmis à toute une population. Il y a, non pas tous les jours, mais toutes les semaines, des blessés. Qui dit blessés dit une certaine ambiance, l'atmosphère d'une guerre qui pointe, puis cette crainte que tout reprenne. Donc ça génère des psychologies extrêmement stressées, une population qui vit avec certaines limites et en état de tension permanente. Voilà. Donc il y en a marre, en somme. Hein. Tout ça pour vous dire, les gens, je pense que je enfonce des portes ouvertes, mais les gens souhaitent avoir une vie normale et c'est universel. Et vous allez dans n'importe quelle zone de guerre, eh bien évidemment que quand vous allez croiser un civil, la première chose qu'il vous dira, c'est « mais que la paix revienne, que je puisse reprendre une vie comme avant, sortir, boire une tasse de thé, aller chercher mon enfant à l'école maternelle naturellement sans me poser des questions, pouvoir aller à l'hôpital sans attendre des heures parce que les médecins sont pris pour soigner des blessés de guerre ou autres. Voilà, les gens veulent vivre normalement, l'être humain veut vivre normalement, tout le monde a envie tout le monde veut vivre simplement. Vous nous rappelez que finalement le conflit, encore une fois, mais nos spectateurs le savent très très bien, a débuté en 2014 et pas pour certains en 2022. Ça fait un moment que j'invite de différents experts au dialogue. On parle de ce conflit depuis très très longtemps et nous observons les relations franco-russes dans sa globalité. Et j'ai envie de vous demander pourquoi les pays occidentaux veulent à tout prix le changement du régime russe. Parce que c'est ça ce qui se passe actuellement. Alors, je ne sais pas si les pays occidentaux veulent le changement de président, vous voulez dire. Moi, je serais moins catégorique que vous. J'ai le sentiment tout de même pour essayer de... Alors, peut-être que ça a été dit dans les partis les plus radicaux anglo-saxons. Je n'ai pas le sentiment que ça a été le point de vue du gouvernement français. Alors malgré, c'est très paradoxal, malgré la livraison d'armes, etc., je peux me tromper, il faudrait fact-checker. Il ne me semble pas que la présidence ait appelé à un renversement. Tout simplement parce que certains disent, écoutez, on ne sait pas qui va suivre, ça peut être pire. Imaginons que ce soit un ultranationaliste. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et même très souvent, on peut paradoxalement entendre dire que le président russe se ferait, donc là je ne répète que ce que j'entends, et comme vous le savez en temps de guerre, il faut faire très attention aux informations, donc je ne peux pas attester de cette véracité. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que je l'ai très souvent entendu, que M. Vladimir Poutine, parfois, avait certains reproches de la part des plus nationalistes russes parce qu'ils n'allaient pas assez vite et que l'Ukraine aurait dû être déjà sous l'emprise russe depuis de nombreux mois. Donc certains occidentaux rétorquent, écoutez, vous êtes bien gentil, mais enfin, s'il y avait un changement de régime, qui vous dit que le remplaçant, oui, de l'actuel président serait plus pacifiste?
tout simplement. On ne sait pas. Voilà, on voit bien que les changements de régime, comme prenons le cas de la Libye, pardonnez-moi, mais enfin, ça n'a pas apporté une zone apaisée ni sereine. La Libye de l'après-Kadhafi n'a pas l'air de se porter merveilleusement bien. Donc, moi, j'ai quand même le sentiment d'avoir entendu de la part de certains gouvernants cette réflexion de se dire, écoutez, on ne sait jamais qui remplace qui. En revanche, là où vous avez parfaitement raison, là où je vous rejoins, et c'est beaucoup plus audible très fréquemment, on a sur des talk-shows des invités qui, eux, appellent à un renversement de régime. Ça, c'est fréquent. Et là, eh bien, écoutez, c'est tout simplement le problème du flux continu de l'information et des JT, c'est qu'il faut nourrir en permanence les programmes, il faut nourrir en permanence le plateau avec différents angles, différents points de vue, sinon les gens s'ennuient. Je parle des spectateurs, ils ont le sentiment de toujours entendre la même chose. Donc, pour varier sur 24 heures tout ce qui est dit dans un JT, eh bien, on a un peu de tout et n'importe quoi, parce qu'il faut bien remplir les cases. Et là, vous entendez des personnalités qui appellent à la chute de Vladimir Poutine. Bon, les plus sensés et les plus froids et les plus réfléchis gardent tout de même la critique que je vous fais en tête, qui est la suivante, c'est attention, on ne sait jamais qui remplace qui, et l'avenir d'un pays n'est pas déterminable après un changement de régime. Personne n'est devin, donc tout cela ne tient pas et n'est pas sérieux. Voilà. D'ailleurs, je rappelle souvent lors de nos conférences, quand on échange avec le public, qu'il ne faut pas oublier que le président russe se trouve centriste sur l'échiquier politique en Russie, justement par rapport à ce que vous dites. Suivez-vous toujours le conflit dans le Haut-Karabakh? Comment vous trouvez l'évolution dans cette région-là? Puisque vous êtes allé dans cette région avec notamment Michel Onfray il y a quelques temps. En effet, oui, j'ai tourné un documentaire dans le Haut-Karabakh en 2020, après les jours de combat acharnés dans cette région. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ce que doivent comprendre vos auditeurs, c'est qu'il est très difficile d'avoir des informations fiables sur ce qui se passe dans le Haut-Karabakh, puisque depuis le mois de décembre dernier, la seule, je dis bien la seule et unique route qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh est bouclée, elle est impraticable, elle est sous blocus de la part de l'Azerbaïdjan. Donc les 120 000 personnes qui habitent dans le Haut-Karabakh aujourd'hui, donc les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, sont bloqués depuis le mois de décembre dernier. On avait jusqu'il y a peu de temps encore, depuis l'évolution là dont je vous parle date de 3-4 jours, les seuls véhicules qui pouvaient se déplacer étaient ceux de la Croix-Rouge. Et encore avec parcimonie. Donc on peut imaginer que le sort des 120 000 personnes dans le Haut-Karabakh est compliqué. On sait que cet hiver, pardonnez-moi, a été très difficile. Il y a eu de nombreuses coupures de gaz et d'électricité. Donc je vous laisse imaginer la vie avec sans gaz dans cette région du monde. C'est très délicat pour les enfants, pour les écoles maternelles, pour les hôpitaux. On sait, parce qu'il y a eu certains rapports qui ont été faits et qui sont en ligne, qu'il y a une pénurie de médicaments. Donc voilà à peu près les informations que nous pouvons avoir à travers la Croix-Rouge qui, en se déplaçant, pouvait effectuer des missions d'observation et donner des précisions sur la manière dont vivent ces 120 000 personnes depuis le blocus du corridor de la Chine. Qu'est-ce qu'on sait également? Eh bien, comme je vous l'ai dit, certains parlent de catastrophe humanitaire. Catastrophe humanitaire surtout au niveau des médicaments, puis toutes les gestions, accouchements difficiles,
personnes très âgées, il y a des soins que l'on ne peut plus prodiguer, qui nécessitent des médicaments très spécifiques qu'il est délicat désormais de faire accéder dans la zone. Donc ce sont des cas, l'acheminement de ces soins est très compliqué. Depuis 2 jours, me semble-t-il, à vérifier si c'est 2 ou 3 jours, le gaz a été de nouveau coupé. Donc la zone se trouve ballottée entre ouverture, coupure de gaz, etc., ce qui rend le quotidien des civils très incertain. Vous êtes animatrice pour Libre Média et récemment vous êtes revenue sur le sort de Julian Assange et l'histoire de Wikileaks. Au Dialogue franco-russe, il y a quelques années, nous avons invité François Corbert qui représente, je ne sais pas s'il représente encore, le soutien d'Assange en France. Je rappelle que seulement 5 journaux demandent la libération d'Assange, c'est New York Times, The Guardian, El País, Der Spiegel et Le Monde. Pourquoi si peu de soutien pour Assange en Europe, de la part de ses collègues? Écoutez, c'est une question très délicate. Julian Assange a des problèmes graves, très graves, avec notamment la CIA. J'imagine que beaucoup de personnes ont peur. Vous savez, il faut du courage pour se confronter à la CIA. On voit que Julian Assange en a fait les frais, et des frais très lourds. Je rappelle qu'il est incarcéré depuis fin 2011, début 2012, me semble-t-il. Donc ça fait déjà très longtemps. Il encourt 175 ans de prison pour avoir simplement offert au public des informations d'intérêt général. Je rappelle également, il y a eu une enquête de Nils Melzer qui était responsable et prenait la direction des enquêtes de la torture aux Nations Unies, qui a écrit un livre sur le cas Assange et qui explique bien que toutes les accusations qui ont été faites au sujet d'Assange sont fausses. Je reviens sur les viols, je reviens sur les accusations de mise en danger d'agents. On l'avait accusé d'avoir mis la vie en danger, donc de certaines personnes. C'est pour cela, au départ, que les rédactions qui avaient suivi Assange et qui avaient collaboré avec Wikileaks se sont retirées. On sait aujourd'hui, grâce à ce Melzer, mais également grâce au travail de journalistes d'investigation, que les accusations qui ont été faites contre Assange étaient fausses. Donc il y a eu un acharnement qui doit servir d'exemple pour d'autres personnes qui auraient peut-être l'envie de mettre en ligne un maximum d'informations qui fragilisent pour le bien. Enfin, moi, personnellement, je vous dis, je ne suis pas pour la transparence absolue. Un État doit avoir ses secrets et trop de transparence, c'est mettre en danger un État. Mais bon, il s'avère tout de même que le cas Assange est un cas inadmissible parce qu'il n'a mis personne en danger et que tout est fondé sur des mensonges. Donc cet homme qui a encore 175 ans de prison, finalement, les encourt non pas pour des accusations qui seraient vraies, mais parce qu'il fragilise un système. Encore une fois, il faut faire très attention à tout ce qui permet une transparence absolue, parce que pour un État, eh bien, c'est tout simplement invivable. Il n'empêche que 175 ans de prison, détenu depuis 2012 dans des conditions inhumaines, barbares, et on a parlé de torture à juste titre, c'est exagéré. Alors pourquoi il n'est pas assez suivi? Pourquoi il n'est pas assez soutenu? Eh bien, je pense que tout le monde a peur. Vous savez, notre dialogue d'aujourd'hui est assez pessimiste, ce qui est quand même compréhensible dans les conditions dans lesquelles on vit. Mais si on imaginait quelque chose de positif autour de cette guerre? Alors, oui, je suis désolée pour vos auditeurs qui nous suivent. J'espère que lors d'un prochain rendez-vous, on aura des nouvelles. Je vais quand même rajouter, avant de revenir sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de positif, tout ce qui a été fait peut être défait. Et j'ai beau vous tenir des discours graves aujourd'hui, eh bien, peut-être que nous arriverons à nous sortir de tout ça, même si
le fameux précipice dont je vous parle, eh bien je vois qu'il s'accroît de semaine en semaine et de jour en jour. Mais malgré tout, eh bien, il y a déjà eu des miracles ou ce que vous voulez. Je ne parle pas là de foi, hein, ça n'a rien à voir, mais la vie est par définition imprévisible. Donc tout peut s'arrêter du jour au lendemain et on peut éventuellement négocier. Mais il y a éventuellement quelque chose qu'on peut noter dans ce conflit qui peut s'assimiler à du positif, si on l'étire évidemment. Ce conflit aura vu l'élargissement de l'OTAN, ce n'était pas prévu. Ce conflit aura vu la naissance et le renforcement des BRICS, ce n'était pas voulu. Alors peut-être que l'élargissement de l'OTAN et le renforcement des BRICS verra naître un monde multipolaire qui trouvera, pour des raisons économiques, l'envie et la force d'apaiser le drame et la tragédie que nous traversons. Merci beaucoup Anne-Laure Bonnel pour ce dialogue qui est très important pour nos pays. Merci beaucoup.